Bonjour, nous sommes ici pour le chapitre 6 du livre Vercingétorix de Jean Marcal. Chapitre 6, la lumière du héros. La fortune semble sourire à Vercingétorix. Excusez-moi, je vais me mettre en lotus parce que je suis folle. Ah, ah, ah bah oui, mais j'ai mes chaussures, ça fait mal. Oh, purée. T'imagines de prendre un talon dans la schtroumpfette. Donc, recommençons. La formule. La fortune semble sourire à Vercingétorix. Fort du consensus historique de Bibracte, il peut, du jour au lendemain, recevoir la capitulation du proconsul romain. Celui-ci n'a jamais été en si mauvaise posture. Les nouvelles qui lui parviennent de la province ne sont pas faites pour le rassurer. Les Helviens ont en effet été battus par les Arvernes et les Gabales. Les Allobroges, qui maintiennent leur alliance avec les Romains, se savent sérieusement menacés et disposent, le long du Rhône, une ligne serrée de postes. César entrevoit une solution, gagner le pays des Allobroges et s'appuyer ainsi sur la province, afin de reprendre la conquête en étant assuré de ses arrières. Mais de son propre aveu, c'est une chose pour le moment impossible. César, qui savait la supériorité de l'ennemi en cavalerie et qui, toutes les routes étant coupées, ne pouvait recevoir aucun secours de la province ni de l'Italie, blablabla. En effet, il se trouve dans le pays des Lingons. Il reçoit du ravitaillement des Rèmes. Mais du côté de l'ouest, l'armée gauloise lui interdit tout mouvement, et du côté du sud, les Séquanes constituent un bouchon qui lui barre le passage vers les Alpes. Il n'est pas question de descendre la vallée de la Saône, celle-ci étant verrouillée à la fois par les Séquanes et les Éduins. Il faut alors envisager de franchir le Jura, moins peuplé, moins surveillé, afin de gagner Genève. Mais César ne se sent pas assez fort. Alors il décide de lever des troupes auxiliaires. Privé du secours des Éduins, il va envoyer des messagers pour traiter avec les Germains qui se trouvent toujours dans le sud de l'Alsace. Et comme ces Germains ne sont pas assez nombreux, il en fait venir de l'autre côté du Rhin. César a besoin de cavalerie. Donc peu lui importe le prix qu'il devra payer, et peu importe si ce sont des Germains, pourtant dangereux ennemis de Rome. En cas de nécessité, on n'a guère le choix des partenaires disponibles. Et bientôt, César dispose d'importants renforts de cavalerie et d'infanterie légère. Comme il constate que les chevaux des Germains sont médiocres, il prend ceux des tribuns militaires, des autres chevaliers romains, des évocats, et il les leur donne. Visiblement, le proconsul attend beaucoup des cavaliers germains. Dans l'autre camp, Vercingétorix a regroupé toutes ses forces, qui sont nombreuses. Il apprend alors que César faisait route vers le pays des Séquanes en traversant l'extrémité du pays des Lingons afin de pouvoir plus aisément secourir la province. Le chef gaulois réunit les chefs de sa cavalerie et leur tient ce discours. Les Romains sont en fuite vers la province. Ils quittent la Gaule. Cela suffit à assurer la liberté dans le temps présent, mais c'est trop peu pour la sécurité du lendemain. Car ils reviendront avec des forces plus considérables et ils ne cesseront pas les hostilités. Il faut donc les attaquer tandis qu'ils sont en ordre de marche et embarrassés de leurs bagages. Si les fantassins essaient de secourir ceux qu'on attaque et s'y attardent, ils ne peuvent plus avancer. Si, ce que je crois le plus probable, ils abandonnent les bagages pour ne plus penser qu'à leur vie, ils perdront en même temps leurs moyens d'existence et l'honneur. Quant aux cavaliers ennemis, il ne faut pas douter qu'il ne s'en trouve pas un parmi eux pour oser seulement quitter la colonne. Afin que vous ayez plus de courage pour cette attaque, je tiendrai toutes mes forces en avant du camp et j'intimiderai l'ennemi. Donc, quand je fais tac, 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 c'est César qui parle. Cette résolution de Vercingétorix a été diversement commentée. Les uns y ont vu une folie. Le chef gaulois, ivre de son triomphe de Gergovie, rempli d'orgueil depuis l'assemblée de Bibracte, aurait voulu terminer la guerre par un coup d'éclat.
écraser l'ennemi dans une bataille mémorable. D'autres y ont vu le résultat d'un manque de renseignements sur le compte de l'ennemi. Visiblement, Vercingétorix ne s'est pas méfié de la cavalerie auxiliaire de César. Ignorait-il le nombre de Germains qui s'y trouvaient? En réalité, Vercingétorix n'a rien changé à son plan primitif. Il ne veut pas obtenir tout de suite l'écrasement des Romains. Il ne veut pas engager l'ensemble de ses forces dans le combat qu'il propose. Seulement sa cavalerie, qui est très forte et qui est capable de lancer une action rapide et de se retirer ensuite sans trop de dommages. Et pourquoi cette attaque? Tout simplement pour priver l'armée de César d'une grande partie de son bagage et de son ravitaillement. En fait, ils ont le même plan. Cela est entièrement conforme au plan général de Vercingétorix, ce que je viens de dire, de ne pas engager de combat avec l'armée romaine, mais la priver de son ravitaillement afin de l'affaiblir et de la conduire à la capitulation. Cette résolution de Vercingétorix est donc loin d'être une faute tactique. Elle n'est pas non plus une décision fortuite prise sous le coup de l'enthousiasme. Elle est réaliste. Les cavaliers gaulois, toujours prêts à se lancer dans la mêlée, répondent favorablement à Vercingétorix. Ils ont d'ailleurs le sentiment que cette action peut être décisive dans la poursuite des opérations. Les cavaliers l'acclament, crient qu'il leur faut se lier par le plus sacré des serments. Pas d'asile sous un toit, pas d'accès auprès de ses enfants, de ses parents, de sa femme, pour celui qui n'aura pas 2 fois traversé à cheval les rangs ennemis. Serment redoutable qui constitue un engagement sacré devant les dieux plus que devant les hommes, dont les conséquences peuvent être excellentes ou désastreuses. Cela témoigne en tout cas de l'enthousiasme des cavaliers gaulois et de leur sincère désir de gagner la bataille de l'indépendance. Cela témoigne aussi de leur bravoure, celle-ci pouvant aller jusqu'aux extrêmes limites de la passion dans une inconscience totale qui caractérise la plupart des actions héroïques. Le lendemain, les cavaliers gaulois prêtent le serment. Ils sont répartis en 3 groupes. 2 de ces corps attaquent sur le flanc des troupes romaines et le 3e barre la route. César divise également sa cavalerie en 3 corps et fait contre-attaquer. La mêlée est terrible et ce sont les cavaliers germains qui emportent la décision en bousculant complètement la cavalerie gauloise, obligeant Vercingétorix et ses troupes d'infanterie à se retirer de leur position. C'est une cuisante défaite. La cavalerie gauloise est maintenant considérablement affaiblie. Les chefs éduins, Scotos et Éporédorix, sont faits prisonniers, ce qui prive les Gaulois de 2 remarquables tacticiens. Alors se déroulent des événements sur lesquels, en dépit de positions nettes et tranchées devenues officielles, planent le doute et le mystère. Dans une confusion assez exceptionnelle, les textes et les données archéologiques ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. Il est pourtant important de savoir ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour juger si Vercingétorix était un grand chef militaire ou un général d'occasion. De toute façon, l'intérêt de ces événements ne fait aucun doute car le sort de la Gaule s'est joué à ce moment-là. Mais où est donc Alésia? Si on en croit César, après cette défaite de la cavalerie gauloise, Vercingétorix, qui avait disposé ses troupes en avant de son camp, les mit en retraite incontinent et prit la route d'Alésia, ville des Mandubiens, en ordonnant qu'on se hâtât de faire sortir du camp les bagages et de les acheminer à sa suite. César, ayant fait conduire ses bagages sur la colline la plus proche et ayant laissé 2 légions pour les garder, poursuivit l'ennemi aussi longtemps que le jour lui permit et lui tua environ 3000 hommes à l'arrière-garde. Le lendemain, il campa devant Alésia. La première chose à savoir, c'est le lieu de la bataille de cavalerie. Or, personne ne peut le dire avec certitude. César se déplaçait vers la province, cela ce n'est pas douteux. Il abandonnait la Gaule. Il semble, d'après Camille Julian, qu'il se soit écoulé environ 1 mois entre la jonction du proconsul avec Labienus
est le moment où tous deux se mettent en route vers le sud. Les Romains ont dû séjourner dans les environs de Langres, en plein cœur du pays lingon. Dans ce cas, le lieu de la bataille de cavalerie doit être cherché sur les routes qui, au sud de Langres, pénètrent en Franche-Comté. César dit en effet très nettement « in sequanos » à l'accusatif de direction, ce qui signifie qu'il n'était pas encore parvenu chez les séquanes, auquel cas il aurait écrit « in sequanis ». Différentes hypothèses ont été avancées. Camille Jullian avoue sa préférence pour la route qui suit la Tille. Le champ de bataille pourrait alors être situé entre Asnières et Belfond. Mais Napoléon Ier, qui se passionnait pour les opérations militaires de César et qui les a abondamment commentées dans un ouvrage très précieux qu'on aurait intérêt à relire, adopte une curieuse position. Il place en effet la bataille de cavalerie dans la vallée de la Vingeanne, autre affluent de la Saône, à l'est de la Thie. Mais dans le cadre de cette hypothèse, l'endroit est trop éloigné d'Alésia, du moins de l'Alésia officielle, c'est-à-dire Alise-Sainte-Reine. Vous m'énervez, monsieur l'ordinateur. Hop. Où Vercingétorix parvient, 90 km, semble-t-il, dans la nuit, et César le lendemain matin. Les partisans d'Alice Sainte-Reine, qui ne disposent d'aucune preuve absolue, interprètent les textes un peu à leur convenance. Ils supposent ainsi que César, après avoir été rejoint par Labienus aux environs de Joigny, a regagné avec ses 10 légions son quartier général de Sens et que c'est de là qu'il est parti pour la province, par la route normale de Tonnerre, Dijon, Saint-Jean-de-Laune, autrement dit l'ex-national 5 du réseau routier français. Cette hypothèse est appuyée sur l'indication de César, extremi fines ligonum, les limites extrêmes des lingons, d'où la déduction que la bataille s'est déroulée à l'extrémité sud-sud-ouest du territoire des Lingons, à la frontière des Édouins, c'est-à-dire dans la vallée de l'Armançon, au sud-ouest d'Alise-Sainte-Reine. Cette déduction est totalement arbitraire. Pourquoi décider qu'il s'agit de la frontière des Édouins ? Rien ne nous l'indique. Le territoire des Lingons confinait également avec celui des Séquanes, et comme César se dirigeait vers le pays des Séquanes, il est quand même plus logique de supposer une route directe de Langres vers la Sécanie. D'autre part, si la bataille s'est déroulée dans la vallée de l'Armançon, on ne voit pas comment Vercingétorix et surtout César auraient mis tant de temps à atteindre une Alésia qui se trouverait à Alise-Sainte-Reine, dans les environs immédiats. Et même en admettant que César ait suivi la vieille route préhistorique qui est devenue l'ex-National 5, rien n'indique qu'il ait été attaqué en plein pays éduin. Il a pu l'être aussi bien à la sortie même de ce pays éduin, sur les limites des Séquanes, car l'ex-National 5 quitte la Bourgogne peu après Dijon, pénètre en Franche-Comté aux environs de Dole et franchit ensuite le Jura en direction de Genève. N'oublions pas que les forces des Séquanes se trouvaient rassemblées dans la basse vallée de la Saône, sur la rive gauche, tandis que les Éduins et les Ségusiaves occupaient la rive droite. Le seul passage possible pour César était de s'infiltrer dans le Jura, qui était moins surveillé. Mais il y a plus. On ne se fie qu'au récit de César, mais on a tendance à oublier les récits de ces événements faits par d'autres auteurs. Certes, on a perdu les livres de Tite-Live qui concernaient cette époque, mais la tradition de Tite-Live a été reprise par Plutarque et Dio Cassius. Si on se réfère à ces deux auteurs, cela permet de déboucher sur d'autres perspectives. En effet, Plutarque, dans sa Vie de César, dit ceci. Partant de là, César passa à travers le pays des Lingons pour entrer en celui des Séquanes, qui étaient amis des Romains et plus près de l'Italie de ce côté-là, au regard du reste de la Gaule. Là, il fut environné et assailli de tous côtés par un nombre infini de combattants.
Si l'on comprend bien Plutarque, c'est à la frontière des Lingons et des Séquanes qu'eut lieu la bataille de cavalerie. Et là, la distance entre n'importe quel lieu de la frontière commune des Lingons et des Séquanes et l'Alésia officielle d'Alyse-Sainte-Reine est beaucoup trop importante pour que Vercingétorix y soit parvenu en un jour. Dans ce cas, Alésia ne peut pas être Alyse-Sainte-Reine. Je sais pas, peut-être papa, quoi. Mais peut-être que, je sais pas, il pleuvait. Mais Plutarque n'est pas le seul à envisager cette hypothèse. Vercingétorix enveloppa le surprenant César, qui partait chercher du secours chez ceux-ci, les Allobroges, chez les Séquanes, en séquanois, au datif marquant le lieu où l'on est. Dio Cassius. Dio Cassius est donc encore plus précis. Le combat de cavalerie s'est déroulé à l'intérieur du pays séquane. Dans ces conditions, il est impossible de croire un seul instant que la citadelle d'Alésia puisse être à Lyse-Sainte-Reine, à la frontière des Éduins et des Lingons, à l'autre extrémité du pays éduin. D'ailleurs, personne n'a jamais dit qu'Alésia se trouvait en pays éduin. César le Ier, Alésia, ville des Mandubiens. Et les partisans d'Alyse-Sainte-Reine ont toujours été très ennuyés par ce que dit César après la prise d'Alésia. Tout cela réglé, il part chez les Éduins. Il est certain qu'il n'y était pas, puisqu'il y va. Les partisans d'Alyse-Sainte-Reine font une objection dans le même chapitre. C'est peut-être les descendants qui se sont barrés à Alyse-Sainte-Reine. Enfin bon, bref. Labienus reçoit l'ordre de partir chez les Séquanes. Certes, mais qu'on relise l'ensemble du texte. Tout cela réglé, il part chez les Éduins. La cité fait sa soumission. Des ambassadeurs arvernes viennent l'y trouver, se déclarent prêts à exécuter ses ordres. Il exige un grand nombre d'otages. Il envoie les légions prendre leurs quartiers d'hiver. Il rend aux Éduins et aux Arvernes environ 20 000 prisonniers. Titus Labienus, avec 2 légions et la cavalerie, reçoit l'ordre de partir chez les Séquanes. On ne peut pas prétendre que tout cela s'est fait en un jour. La reddition d'Alésia a eu lieu fin septembre 52, et dans le texte de César, c'est au moment de faire prendre aux troupes les quartiers d'hiver qu'il envoie Labienus chez les Séquanes. Il fait donc à cette époque une répartition des troupes sur le territoire gaulois, mais les troupes qu'il avait avec lui au moment d'Alésia l'ont suivi. Il fallait bien remettre de l'ordre chez les Éduins et organiser l'occupation en règle de toute la Gaule maintenant soumise par suite du retentissement de l'échec de Vercingétorix. Il ne fait aucun doute que les légions de Labienus ont fait mouvement à travers le pays avant d'être envoyées pour hiverner dans le pays des Séquanes. Le mystère demeure quant aux Mandubiens. Ils n'apparaissent pas en dehors de cette affaire d'Alésia. On en a fait évidemment un petit peuple client des Éduins. Ça veut dire qu'il faut que je retienne. Est-ce que je l'écris? Non, on va lire bientôt. Bientôt, je vais lire le truc sur le gaulois, pour apprendre le gaulois, qui est un vieux bouquin qui m'a l'air pas mal. Du coup, on aura peut-être des pistes. Ils n'apparaissent pas en dehors de cette affaire d'Alésia. On en a fait évidemment un petit peuple client des Éduins, tout en prétendant qu'Alésia était l'une des villes les plus anciennes et les plus riches de toute la Gaule. Que d'incohérence! D'abord, par leur nom, les Mandubii sont les hommes du Doubs. Il faut donc les localiser dans le voisinage du Doubs. Cela est parfaitement logique. D'ailleurs, le pays qui avoisine Alyse-Sainte-Reine porte encore le nom de Brenne, ce qui rappelle indubitablement le nom du peuple des Olerci Branovis, qu'on sait avoir été établi chez les Éduins sans toutefois pouvoir fixer leur territoire avec précision. S'il faut localiser les Mandubii, il est quand même préférable de le faire dans le voisinage du Doubs, c'est-à-dire dans le pays des Séquanes. Les Mandubiens auraient donc été les clients
non pas des Éduins, mais des Séquanes. Les partisans d'Alise Sainte-Reine se retranchent derrière un argument qu'ils considèrent comme décisif. Une inscription votive découverte lors des fouilles faites sur le site d'Alise et qui se trouve actuellement au musée de cette commune. Il s'agit d'une inscription en langue gauloise, tracée d'ailleurs en caractère latin, ce qui prouve qu'elle date de bien après la conquête. Ça veut rien dire. Cette inscription peut être traduite ainsi. Mortialis, fils de Donatalus, a édifié ce bâtiment pour Ucuetis dans l'Alésia. Ainsi, dit-on, il est incontestable que le site d'Alise Sainte-Reine, avec le mont Auxois qui le domine, est réellement Alésia. Le contraire serait plutôt étonnant. Ce n'est quand même pas par hasard que le pays s'appelle Alise. Les toponymes ont la vie dure et il ne viendrait à personne l'idée de douter un seul instant qu'Alise n'est pas une Alésia, mais nous disons bien une Alésia, car il y en a de nombreuses sur le territoire de la Gaule. En dehors d'Alise Sainte-Reine, on peut en compter 8 autres qui sont indiscutables. Novalaise en Savoie, Alès dans le Gard, Isère-Nord dans l'Ain, Aluse en Saône-et-Loire, Auxonne en Côte d'Or, Luxeuil en Haute-Saône, Salins dans le Jura et enfin Alèze dans le Doubs. Sur ces 9 Alésias, 2 seulement à la fois par leur emplacement, par leur environnement et par les textes qui décrivent l'événement, peuvent être considérés comme étant l'oppidum des Mandubiens, Alise Sainte-Reine et Alèze. Cela tient au fait que le nom d'Alésia est un nom générique qui désigne le lieu par ses caractéristiques. Bah oui, falaise. Il provient d'un ancien palésia qui signifie falaise, pente escarpée. Et Éleusis, c'est ouais. Mais on a également mis ce nom en rapport avec Éleusis et les Champs-Élysées, lieu consacré depuis la lointaine préhistoire au culte des morts. Il s'agit probablement, force ctonienne, il s'agit probablement d'une sorte de cabale phonétique, mais cette parenté n'est pas à rejeter. En effet, nous savons que ces Alésias ont été des sanctuaires. La légende rapportée par Diodore de Sicile concernant la fondation d'Alésia par Héraclès est la preuve que toutes les Alésias des temps gaulois ont été des endroits sacrés dont la fondation passait pour avoir été l'œuvre d'un dieu ou d'un héros mythologique. Et pourquoi pas? À Alise Sainte-Reine, on a retrouvé à l'extrémité orientale du mont Auxois un temple dédié au dieu gaulois Mauritas Gus, certainement un surnom d'Apollon guérisseur, et un autre sanctuaire en l'honneur des divinités Ucuetis et Bergusia. À Alèze, le centre du site est encore appelé Temple Belin, marqué de nos jours par une croix où nous reconnaissons le nom du dieu solaire gaulois Bélénos, et un autre lieu-dit est Sainte-Reine, ce qui prouve que le culte de la déesse mère, la grande reine, y était aussi vivace qu'à Alise Sainte-Reine. À vrai dire, ces antiques traditions concernant les origines mythiques d'Alésia sont à mettre en rapport avec les croyances gauloises dont nous fait part César, à propos de Dis Pater, ancêtre divin, maître de la vie et de la mort, ainsi qu'avec les épopées irlandaises qui mettent en scène Césaire, la femme primordiale, ou encore Dana, la mystérieuse mère du peuple des héros et des dieux. Il est curieux de constater la permanence d'un culte de la déesse mère devenue Sainte Reine, dont le vocable surgit toujours près d'un ancien sanctuaire gaulois et dont l'étrange figure apparaît dans la mythologie galloise sous les traits de Rhiannon, Rigantona, sous les traits de Modron, Matrona, ou même de Morgane, la célèbre fée des romans arthuriens. Cet aspect mythologique d'Alésia ne peut être écarté. Il a évidemment joué un rôle important après la défaite.
Si Alésia était le symbole même de la tradition gauloise, si elle était le foyer et la cité mère de toute la Gaule, sur le plan mythique, bien entendu, sa chute et sa destruction par les Romains marquaient la fin d'une civilisation, la fin d'un certain univers qui n'a pas vraiment eu lieu. Je vous le répète, mais j'imagine que vous avez sans doute écouté les vidéos d'avant. C'est pas Romain qui a foutu la Gaule en l'air en vérité. Un petit peu, mais c'est Clovis. Alors, il reconnaissait comme plus puissants les dieux que vénéraient les Romains. C'était la mort des dieux gaulois. N'importe quoi. Vercingétorix n'allait pas être sacrifié aux dieux de son peuple, mais il servirait de victime expiatoire devant les dieux des vainqueurs. D'où l'oubli total et inexplicable que l'on constate de Vercingétorix après sa reddition. Cela dit, nous devons nous débattre avec deux sites possibles pour l'Alésia des Mandubiens, et ces deux sites, en dehors de leur valeur symbolique et religieuse, sont parfaitement réels. Lequel des deux était le bon? La science officielle a fait son choix au temps du Second Empire, comme pour Gergovie. À la suite des enquêtes et des fouilles archéologiques ordonnées par Napoléon III, passionné d'histoire nationale, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, après un rapport du duc d'Aumale et un compte-rendu détaillé du baron Stoffel, trancha la question en faveur d'Alise Sainte-Reine. Côte d'Or, non loin de Sémur en Auxois. Depuis cette date, d'autres fouilles sur le site lui-même et dans les alentours ont été pratiquées en abondance, mettant en lumière l'existence d'une ville gallo-romaine sur le mont Auxois et la présence de traces de fortifications romaines dans la plaine entourant presque le mont Auxois. La ville qui occupait le sommet du mont Auxois était, semble-t-il, l'une des plus grandes oppidas de l'époque gauloise, Montbeuvray mis à part. Elle s'étendait sur plus de 2 km de long et 800 mètres de large par endroits, couvrant une superficie de 100 hectares, alors qu'Avaricum en comptait seulement 40 et Gergovie 80. Les habitants avaient su utiliser au mieux les défenses naturelles du site. Le mont était complètement isolé entre les vallées de l'Oze et de l'Ozerin qui coulaient à ses pieds. La ville couvrait toute l'étendue du plateau. Elle était entourée de murailles en pierre sèche dont des restes ont été reconnus à certains endroits. Les fouilles ont mis en évidence les vestiges d'un quartier gaulois avec quelques fonds de cabanes caractéristiques creusés dans le rocher, des foyers et des puits. Mais c'est de loin la partie gallo-romaine qui est la plus importante. On y a retrouvé des quartiers de potiers et de forgerons prouvant l'existence à Alésia d'une industrie métallurgique spécialisée. Pline l'Ancien affirme en effet que les Mandubiens d'Alésia avaient inventé le procédé de l'étamage sur argent. Ah ouais. Mais en toute bonne foi, ces quartiers industriels ne peuvent être considérés comme gaulois. Ils portent incontestablement la marque gallo-romaine et datent donc d'après la conquête. D'autre part, mais pas forcément. D'autre part, il ne faut pas se faire d'illusions sur les villes gauloises. Cette appellation, ils étaient en commerce à l'époque. Cette appellation désigne des forteresses-refuges qui autrefois n'étaient occupées que temporairement en cas de guerre. Mais c'est pas vrai. Moi, je suis sûre que c'est pas vrai. Au cours du 1er siècle avant notre ère, étant donné les perfectionnements des techniques, des artisans, potiers ou fondeurs avaient pris l'habitude de résider de façon permanente dans ces forteresses afin d'avoir des ateliers solidement fournis. De plus, ils étaient ainsi sûrs de toucher une nombreuse clientèle au moment où avaient lieu les assemblées et les fêtes religieuses. Au Montbeuvray, c'est-à-dire à la Bibracte des Éduins, les fouilles ont fait apparaître très nettement cette tendance à l'établissement permanent des artisans dans le cadre de l'ancienne forteresse-refuge. Ils constituèrent donc le noyau de ce qui allait devenir la ville gallo-romaine. Ça n'existe pas, les gallo-romains. Mais c'est pas grave. On dit ça pour tolérer les deux tendances en soi-même.
car l'urbanisme n'est pas une notion celtique. Les Celtes ont toujours vécu dans un cadre rural très différent de celui que les Méditerranéens ont adopté très tôt. Mais non, ils faisaient des châteaux. Seuls certains établissements celto-ligures du pourtour méditerranéen, comme à Glanum, Saint-Rémy-de-Provence et à Entremont, Aix-en-Provence, ont des allures de villes classiques. Les villes gauloises comme Gergovie, Bibracte, Genaboum, Vesontio, Avaricum et par conséquent Alésia, quelle qu'elle soit, avaient un aspect plus fruste. Elles étaient constituées par des maisons isolées au milieu d'un vaste espace clos de remparts tel que César les décrit à propos d'Avaricum. En réalité, c'était plutôt un campement qu'une ville. C'est d'ailleurs pourquoi sur les sites purement gaulois et qui n'ont pas été réoccupés pendant la période romaine, il est très difficile de découvrir des documents archéologiques en grande abondance. Cela dit, il est exact que le mont Auxois peut correspondre dans les grandes lignes à la description donnée par César. De plus, les fouilles pratiquées aux alentours permettent d'apercevoir de nombreuses traces de fortifications romaines. En 1959, des photographies aériennes favorisées par la sécheresse ont fait apparaître quelques centaines de mètres de circonvallation, c'est-à-dire de la ligne de défense tournée vers l'oppidum dans la plaine de Crésini. En 1962, on a pris des photographies qui montrent 3 fossés parallèles dans la plaine des Lomes, ainsi que les traces du camp de César sur la montagne de Flavigny. En 1967, on a pu voir l'ensemble des lignes romaines avec les fossés de contrevallation et de circonvallation, c'est-à-dire la ligne de défense tournée vers l'extérieur dans la plaine des Lomes. Ces photographies aériennes, comme les fouilles systématiques qui ont été opérées, prouvent l'existence indéniable d'ouvrages romains de grande envergure, mais en terre, jamais en matière dure. Il est incontestable qu'il s'est déroulé une bataille en cet endroit, mais rien ne nous indique qu'il s'agissait d'un siège en règle. Il est tout aussi possible qu'il s'agisse d'un établissement de défense des Romains, établissement élevé en une autre circonstance que la poursuite de Vercingétorix. On rétorquera qu'on peut retrouver sur le terrain les grandes lignes des ouvrages décrits par César à ce propos. Cela ne prouve rien. Les ouvrages militaires romains étaient toujours identiques. Ils étaient le résultat d'une technique savamment étudiée et mise au point. Et l'on peut retrouver partout des ouvrages de ce genre. De plus, les découvertes archéologiques font apparaître ce que les partisans d'Alise Centrène appellent les inexactitudes du récit de César. Si on les comprend bien, César ne se trompe jamais, sauf quand cela dérange une thèse officielle. S'il y a quelque chose de dérangeant, c'est un détail donné par César et que personne ne songe à mettre en doute. Quand Vercingétorix s'enferme dans Alésia, il emmène avec lui 80 000 hommes, en plus des Mandubiens, eux-mêmes, et de leurs troupeaux, ce qui fait une population de 120 000 à 150 000 personnes. Or, il est rigoureusement impossible de faire tenir tout ce monde-là pendant un mois dans l'espace aussi exigu du mont Auxois. Ce n'est pas nous qui le disons, mais Napoléon Ier, qui, partisan d'Alice Centrène, n'en formulait pas moins des réserves qui sont fort intéressantes. Mais est-il vrai que Vercingétorix s'était renfermé avec 80 000 hommes dans la ville qui est d'une médiocre étendue? Lorsqu'il renvoie sa cavalerie, pourquoi ne pas renvoyer les 3/4 de son infanterie? 20 000 hommes étaient plus que suffisants pour renforcer la garnison d'Alise, qui est un mamelon élevé, qui a 3 000 toises de pourtour et qui contenait par ailleurs une population nombreuse et aguerrie. Un pareil problème pourrait être résolu aujourd'hui. 100 000 hommes pourraient-ils bloquer une place par des lignes de contrevallation et se mettre en sûreté contre les attaques de 100 000 hommes derrière sa circonvallation? Ce sont des faits qui sont pour le moins troublants, lorsqu'ils sont ajoutés aux incertitudes concernant le chemin emprunté par César pour rejoindre la province et aux localisations faites par Plutarque et Dio Cassius à propos de la bataille de cavalerie qui se serait engagée chez les Séquanes ou sur leurs frontières. On est en droit de douter sérieusement de la thèse officielle qui veut à tout prix placer à Alice Centrène l'Alésia des Mandubiens. D'autre part, étant donné
le site du mont Auxois, qui domine une plaine mais n'est pas appuyé sur un système de défense secondaire, il faut croire que Vercingétorix était un piètre tacticien militaire pour être allé s'enfermer dans un tel piège. Le mont Auxois, une fois entouré par l'ennemi, personne ne pouvait plus s'en échapper. Or, Vercingétorix en a fait sortir sa cavalerie. De plus, Vercingétorix n'a dû son succès à Gergovie qu'au fait que la forteresse était adossée à un système de montagne qui le garantissait par le revers et qui lui permettait un ravitaillement permanent. On entrait et on sortait de Gergovie comme on voulait, à condition de connaître les chemins. Il est donc impensable que Vercingétorix ait pu s'enfermer de telle façon sur le mont Auxois. De deux choses l'une, ou Vercingétorix était dans une situation critique et s'est réfugié dans la première forteresse venue, prouvant ainsi son manque d'expérience militaire et sa légèreté d'esprit, ou bien Alésia n'était pas Alise Sainte-Reine. Non, tout va bien, tout va bien. La première solution se heurte au fait que malgré la défaite de sa cavalerie, Vercingétorix n'était pas aux abois. Il avait le gros de son armée et était maître de l'arrière-pays qui pouvait en abondance lui fournir du ravitaillement et des renforts nombreux. Non. C'est au contraire César qui était dans une situation désespérée, au milieu d'un pays ennemi, dans la crainte continuelle d'être harcelé sur ses arrières et disposant d'un ravitaillement précaire. En s'enfermant dans Alise Sainte-Reine, Vercingétorix rendait tous ses espoirs au proconsul romain. L'autre solution, c'est qu'Alésia était l'Alèse du Doubs. Le problème a été longuement agité et a donné lieu à de vives controverses depuis le Second Empire. Sur le plan de la tactique de Vercingétorix, le site d'Alèse offre un sérieux avantage. En obligeant César à l'encercler dans un pays de montagne, Vercingétorix prenait lui-même son ennemi au piège en l'immobilisant dans une région difficile. En tout cas, le choix d'Alès par Vercingétorix est un argument en faveur de son intelligence, tandis que celui d'Alise Sainte-Reine est une preuve de maladresse. La logique voudrait... Ah ben c'est toi, je savais même pas quel chien je caressais. Bah alors, tu veux prendre la place ? La logique voudrait d'ailleurs que l'Alésia des Mandubiens fût en Séquanie. César fuyait vers le pays des Allobroges. Son chemin, nous l'avons dit, pouvait très bien être celui qui va de Langres à Genève par les monts du Jura. Et une explication de l'attitude de Vercingétorix apparaît alors avec une netteté absolue. Si César avait continué son chemin, il serait parvenu très vite dans la province. Or, Vercingétorix a déclaré, juste avant la bataille de cavalerie, « Les Romains reviendront avec des forces plus considérables, ils ne cesseront pas les hostilités, il faut donc les attaquer. » Si le chef Arverne est logique avec lui-même, s'il est persuadé que son plan est le meilleur, il ne fait aucun doute qu'il doit à tout prix empêcher César de s'enfuir. Et la meilleure solution n'est-elle pas de servir d'appât ? Vercingétorix s'enferme donc dans un lieu qui lui inspire confiance, d'où il pourra peut-être lancer des offensives, obligeant ainsi César, tout près de passer chez les Allobroges, à s'arrêter et à l'assiéger. Le chef Arverne veut ainsi parer au plus pressé, retenir César avant d'être rejoint par une importante armée qui, il l'espère, sera levée dans toute la Gaule. Mais une telle attitude ne se justifie que si César se trouve non loin de la province. C'est le cas pour l'Alès du Doubs. Du Doubs. Ce n'est pas le cas, on dit pas le Doubs. On dit le Doubs. Ce n'est pas le cas pour Alise Sainte-Reine. Si on s'en tient au lieu, Alès n'a rien qui puisse être contradictoire avec la description de César. C'est un immense plateau d'une altitude moyenne de 650 mètres avec des buttes et des promontoires dont il est facile de surveiller les alentours. Le site est protégé par des escarpements naturels. Ce n'est pas un tertre unique comme le mont Auxois, mais une colline multiple. Cette colline peut fournir à l'exigence du texte de César une hauteur, colle sumo, d'où l'on aperçoit l'urbs, en l'occurrence un tertre qu'on appelle les Munio, dont le nom provient de munitiones, endroit fourni et défendu. Une citadelle, Arx, qui est le poste de commandement,
et une hauteur nécessairement plus basse que la citadelle et le sommet, à l'est de laquelle campera l'infanterie gauloise, tandis que de l'autre côté sera construite une défense, une sorte de dépression centrale dont le bord occidental doit être protégé par un mur, mais dont le côté oriental donne à pic sur un ravin. Car le site est presque entouré par deux rivières, la Lison et la Tondeur, et du côté méridional, il est protégé par des escarpements difficiles à franchir. De plus, le site d'Alès est 15 fois plus vaste que celui du Mont Auxois, pouvant contenir facilement l'énorme population qui nous est indiquée par César. En effet, 1500 hectares sont suffisants pour procurer, du moins un certain temps, un asile confortable à un groupe d'hommes et de femmes de 1500 âmes, de 150 000 âmes. Sur ce point, Alès est évidemment beaucoup plus conforme à la description de César. Les fouilles d'Alès n'ont jamais été entreprises systématiquement, et elles sont dues à des initiatives passionnées mais privées. Elles ont permis de constater la présence de nombreux objets celtiques et de fonds de cabanes que certains détracteurs disent dater du Moyen Âge, mais qui sont incontestablement de facture gauloise. L'ensemble du site a d'ailleurs le même aspect qu'une autre forteresse de la même époque, celle dite du camp d'Artus, à Huel, Goth, Finistère. On y observe les mêmes retranchements, les mêmes murailles, les mêmes fossés intérieurs, protégeant ce qui devait être le sanctuaire ou le quartier des artisans. Pas oublier que l'artisanat, la métallurgie était quand même le trésor des Gaulois. Il était légitime qu'on les protège dans des forteresses parce que c'est ce qui garantissait leur autonomie par rapport à Rome et aux autres. On y observe les mêmes retranchements, les mêmes murailles, les mêmes fossés intérieurs protégeant ce qui devait être le sanctuaire ou le quartier des artisans, j'ai déjà dit. Et tout autour, les sépultures du second âge du fer sont en grande abondance, de même que les fragments de circonvallation et de contrevallation. Alès se dresse dans un massif montagneux de moyenne hauteur, dans un endroit assez sauvage dominant une plaine, celle de Millon, où il est très possible de placer les retranchements mis en œuvre par César. Et enfin, il est incontestable qu'Alès est une Alésia. Les chartres du Moyen Âge en font foi. Il faut noter que le site n'a jamais été réutilisé ni occupé à l'époque gallo-romaine, alors qu'Alys-Sainte-Reine s'est immédiatement transformée au nouveau goût du jour. Alésia a-t-elle été détruite après la reddition de Vercingétorix? César ne le dit pas, mais on peut penser que ces soldats, ivres de leur victoire, s'en soient donnés à cœur joie pour ce qui est du pillage et de l'incendie. Alors, l'Alésia de César et de Vercingétorix est-elle Alys-Sainte-Reine ou Alès? En dépit de la thèse officielle qui fait du Mont Auxois la citadelle des Monts du Bien, il est impossible, honnêtement parlant, dans l'état actuel des choses, de prétendre résoudre le problème. La thèse favorable à Alys-Sainte-Reine n'est appuyée sur aucune preuve absolue. La thèse favorable à Alès contient des éléments intéressants, surtout dans le cadre d'une réflexion générale sur les mouvements respectifs de César et de Vercingétorix, mais elle n'est appuyée, elle aussi, sur aucune preuve absolue. Il faudrait, pour trancher, obtenir des informations nouvelles que seules les fouilles systématiques du site d'Alès pourraient fournir. Nous en sommes là. Nous ne savons pas où se trouve Alésia et rien ne nous permet d'aller plus loin dans cette recherche si l'on s'en tient à l'état actuel de la question. Si la situation d'Alys-Sainte-Reine est satisfaisante sur le plan de l'archéologie pure, elle l'est beaucoup moins quand on examine l'ensemble du problème, car il y a trop d'incertitudes et trop de contradictions pour qu'on puisse l'accepter sans de sérieuses réserves. La situation d'Alès est satisfaisante sur le plan de la compréhension du comportement de César et de Vercingétorix, mais là aussi, il y a trop de doutes. De toute façon, les événements qui se déroulent à Alésia sont incontestables.
le dernier combat. Évidemment, dès que César voit Vercingétorix s'enfermer dans Alésia, il ne peut résister au désir de l'assiéger. L'occasion est trop belle. Vercingétorix, si l'on retient l'opinion selon laquelle il a voulu à tout prix retenir le proconsul, a vu juste et a réussi. Mais cela ne va pas sans problème. Car César, qui dispose d'une armée bien organisée, ordonne qu'on construise immédiatement des ouvrages pour bloquer les assiégés. Vercingétorix sait bien que la situation va devenir délicate si une armée de secours ne lui parvient pas dans les meilleurs délais. Il cherche d'abord à faire fuir les cavaliers qui ne lui sont d'aucun secours dans la forteresse et qui seraient bien plus utiles en rase campagne en ravageant les convois de ravitaillement des Romains. Une sortie des cavaliers est décidée. Elle manque réussir car les soldats romains de l'aveu même du proconsul faiblissent et vont abandonner leur position. Mais César envoie les Germains à la rescousse et ceux-ci, une fois de plus, sauvent la mise des Romains. On ne dira jamais assez le rôle primordial qu'ont joué les cavaliers germains de César pendant cette phase ultime de la guerre d'indépendance. Avec leur tactique habituelle, les Germains font reculer les Gaulois, lesquels s'écrasent contre les portes trop étroites des retranchements et en massacrent un grand nombre. Vercingétorix décide alors de faire sortir les cavaliers dans le plus grand secret, et cela avant que les travaux d'investissement soient achevés. En se séparant d'eux, il leur donne mission d'aller chacun dans leur pays et d'y réunir pour la guerre tous les hommes en âge de porter les armes. Il leur expose ce qu'ils lui doivent et les conjure de songer à son salut, de ne pas le livrer aux tortures de l'ennemi, lui qui a tant fait pour la liberté de la patrie. Il leur montre que, s'ils ne sont pas assez actifs, 80 000 hommes d'élite périront avec lui. D'après ses calculs, il a tout juste 30 jours de blé, mais il est possible, avec un strict rationnement, de subsister un peu plus longtemps encore. Après leur avoir confié ce message, il fait partir ses cavaliers en silence. Pendant la deuxième veille, par le passage qui s'ouvrait encore dans nos lignes. La fuite des cavaliers est une réussite. Les Romains s'en aperçoivent alors que ceux-ci sont déjà très loin. Cependant, à l'intérieur d'Alésia, Vercingétorix prend des mesures énergiques pour maintenir l'ordre et pour prévoir l'avenir. Il réquisitionne tout le blé, il décrète la peine de mort pour ceux qui n'obéiront pas. Il donne à chaque homme sa part de bétail, dont les mendiants bien avaient amené une grande quantité. Le blé, il le distribue parcimonieusement et peu à peu. Il fait rentrer dans la ville toutes les troupes qu'il avait établies sous ses murs. C'est par ces mesures qu'il s'apprête à attendre le moment où la Gaule le secourra et qu'il règle la conduite de la guerre. Cependant, les cavaliers gaulois ont accompli leur mission. Les chefs de tous les peuples de la Gaule tiennent une assemblée plénière où ils examinent la situation. Contrairement à ce qu'avait demandé Vercingétorix, c'est-à-dire une levée en masse, on décide d'imposer à chaque peuple un contingent déterminé selon la force et le nombre, afin d'éviter que dans la confusion d'une telle multitude, il devienne impossible de maintenir la discipline, de distinguer les troupes des divers peuples, de pourvoir au ravitaillement. C'est ainsi qu'on demande 35 000 hommes aux Éduins et à leurs clients, et le même nombre aux Arvernes et leurs vassaux. Pour les autres, le contingent est très variable et l'on réunit 8 000 cavaliers et environ 240 000 fantassins. Tous les peuples ont répondu, sauf les Bellovaques, parce qu'ils prétendent faire la guerre aux Romains à leur compte et à leur guise et n'obéir aux ordres de personne. Cette réaction des Bellovaques donne une idée des réticences, des susceptibilités et des jalousies qui se manifestaient chez les Gaulois en l'absence d'un chef reconnu par tous. Ah non, ils étaient tous autonomes. Cependant, à la prière de Commios la Trébate, qui entretient avec eux de solides rapports d'amitié personnelle, les Bellovaques envoient 2000 hommes. C'est précisément Commios la Trébate qui apparaît comme l'homme de la situation. Il jouit d'une autorité incontestée et d'une réputation méritée, surtout parmi les Belges. De plus, il a une grande expérience militaire et connaît très bien la tactique des Romains puisqu'il a longtemps collaboré avec ceux-ci. Normalement, on devrait lui remettre
le commandement en chef de l'armée de secours. Il a d'ailleurs ses chauds partisans. Mais les Éduins n'ont pas renoncé à diriger la guerre. Ils font valoir qu'ils sont les plus nombreux, les plus puissants, et qu'eux aussi connaissent bien les Romains pour les avoir aidés bien souvent. Cette prétention déclenche la colère des Arvernes, qui sont également très nombreux et qui sont les compatriotes de Vercingétorix, donc les plus aptes à secourir leurs chefs dont ils savent les souhaits et les décisions tactiques. On discute âprement, on perd du temps. Finalement, on en arrive à un compromis. L'armée de secours sera dirigée par 4 hommes, Comios, la Trébate, les Éduins, Viridomaros et Eporedorix, l'Arverne, Vercassivelonos, cousin de Vercingétorix. Point. Les susceptibilités sont ménagées. D'ailleurs, tous les 4 sont des hommes de valeur. Le malheur, c'est qu'ils tireront la corde chacun de leur côté. Néanmoins, après avoir formé un conseil permanent des délégués des différents peuples, conseil chargé de la conduite de la guerre, tous partent pour Alésia pleins d'enthousiasme et de confiance. Ils sont en effet persuadés que leur multitude en imposera et que lorsqu'ils combattront les Romains, ils seront aidés par les hommes d'élite de Vercingétorix, lesquels interviendront de l'autre côté et prendront les ennemis à revers. Dans la forteresse d'Alésia, Vercingétorix s'impatiente. L'armée de secours n'arrive pas à la date fixée. Le roi des Arvennes n'a pas perdu confiance, mais le blé commence à manquer et il ne sait toujours pas comment ont réagi les Éduins envers lesquels il ne peut se défendre d'une grande méfiance. Il convoque une assemblée au cours de laquelle certains affirment qu'il faut se rendre et d'autres qu'il faut tenter une sortie tant qu'on en a encore la force. Alors intervient l'Arverne Critoniatos, issu d'une grande famille et jouissant d'un grand prestige. César cite son discours à la première personne, ce qui n'est pas conforme à son habitude et probablement dans sa totalité. On se demande comment il est si bien renseigné, et il ne peut pas s'empêcher de considérer ce discours comme cruel et sacrilège. Je ne dirai rien de l'opinion de ceux qui parlent de reddition, mot dont ils voilent le plus honteux esclavage. J'estime que cela ne doivent pas être tenus comme des citoyens et ne méritent pas de faire partie du conseil. Je ne veux avoir à parler qu'avec ceux qui sont pour la sortie, projet dans lequel il vous semble à tous reconnaître le souvenir de l'antique vertu gauloise. Mais non, c'est lâcheté et non pas vertu que de ne pouvoir supporter quelque temps la disette. Aller au-devant de la mort, c'est d'un courage plus commun que de supporter la souffrance patiemment. Et pourtant, je me rangerai à cet avis, tant je respecte l'autorité de ceux qui les préconisent, s'il ne s'agissait seulement que d'exposer nos existences. Mais en prenant une décision, nous devons tourner nos regards vers la Gaule entière que nous avons appelée à notre secours. De quel cœur pensez-vous qu'ils combattront quand en un même lieu auront péri 80 000 hommes de leur famille, de leur sang, et qu'ils seront forcés de livrer bataille presque sur leurs cadavres ? Ne frustrez pas de votre appui ces hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour vous sauver, et n'allez pas, par manque de sens et de réflexion ou par défaut de courage, courber la Gaule entière sous le joug d'une servitude éternelle. Est-ce que vous doutez de leur loyauté et de leur fidélité parce qu'ils ne sont pas arrivés au jour dit ? Je suis d'accord avec lui. Putain, c'est clair. Ça sert à quoi de se battre quand on crève la dalle, franchement ? Enfin bon, bref. Et quoi, pensez-vous donc que ce soit pour leur plaisir que les Romains s'exercent chaque jour là-bas dans les retranchements de la zone extérieure ? Si vous ne pouvez tout axer vers nous, leur étant fermés, apprendre par leurs messagers que l'arrivée des nôtres est proche, ayez-en pour témoin les Romains eux-mêmes, car c'est la terreur de cet événement qui les fait travailler nuit et jour à leur fortification. Qu'est-ce donc que je conseille ? Faire ce que nos ancêtres ont fait dans une guerre qui n'était nullement comparable à celle-ci, la guerre des Cimbres et des Teutons. Obligés de s'enfermer dans leur ville et pressés comme tous par la disette, ils ont fait servir à la prolongation de leur existence ce qui, trop âgés, étaient des bouches inutiles, et ils ne se sont point rendus. N'y eût-il pas ce précédent, je trouverais beau néanmoins que pour la liberté, nous prenions l'initiative d'une telle conduite et en léguions l'exemple à nos descendants.
Car en quoi cette guerre-là ressemble-t-elle à celle d'aujourd'hui? Les Cimbres ont ravagé la Gaule et y ont déchaîné un grand fléau, du moins un moment est venu où ils ont quitté notre sol pour aller dans d'autres contrées. Ils nous ont laissé notre droit, nos lois, nos chants, notre indépendance. Mais les Romains, que cherchent-ils donc? Que veulent-ils? C'est l'envie qui les inspire, lorsqu'ils savent qu'une nation est glorieuse et ses armes puissantes. Ils rêvent de s'installer dans ses campagnes et au cœur de ses cités, de lui imposer pour toujours le joug de l'esclavage. Jamais ils n'ont fait la guerre autrement. Si vous ignorez ce qui se passe dans les nations lointaines, regardez tout près de vous cette partie de la Gaule qui est réduite en province, ayant reçu des lois, des institutions nouvelles soumises aux haches des licteurs, ploie sous une servitude éternelle. Bravo. Ce discours enflamme les esprits et ceux qui voulaient se rendre ne disent plus rien. On convient qu'il ne faut pas tenter une sortie avant l'arrivée des secours. Il faut dire que Chritoniatos se révèle ici presque un patriote au sens moderne du mot. Dans ses développements, il insiste sur la communauté des Gaulois, sur leur vertu ancestrale, sur leur vocation à la liberté et à l'indépendance. Chritoniatos est certainement un bon disciple de Moi, je dis, ils auraient dû couper la poire en deux. Il parle comme le grand roi des guerriers, insistant sur l'origine commune de tous les peuples et la solidarité nécessaire qui en découle. Mais on ne suit pas Chritoniatus lorsqu'il propose de subsister grâce aux plus âgés et aux plus faibles. D'ailleurs, on n'en est pas encore là. On se contente de décider que les malades, les vieillards et tous ceux qui sont inutiles seront envoyés hors de la forteresse. Vercingétorix chasse ainsi les mendiants du bien avec leurs femmes et leurs enfants. Alors se place un épisode particulièrement atroce de cette guerre. Les malheureux réfugiés se présentent aux lignes romaines, suppliant qu'on voulût bien les accepter comme esclaves et qu'on leur donnât de la nourriture. Mais César froidement refuse de le recevoir. Il n'a pas, lui non plus, assez de nourriture pour tout le monde. Il aurait pu leur faire passer ses lignes et leur ordonner de se disperser. Il met en place des postes de guerre pour les empêcher d'aller plus loin. Et comme les Gaulois d'Alésia ont fermé les portes, les malheureux sont bloqués entre les lignes, dans des conditions dramatiques, mourant de faim et sans grand espoir de s'en sortir. Sur ces entrefaits, mais en même temps, c'est un coup de nez. Il a raison de mettre au pied du mur, dire mais c'est quoi ces gens qui laissent s'échapper les malades? Non mais attends, n'importe quoi. Sur ces entrefaites, l'armée de secours arrive en vue d'Alésia et occupe une colline située en retrait, d'où les chefs examinent la situation. De leur côté, les assiégés ont aperçu l'armée, et c'est avec enthousiasme qu'ils se préparent au combat. Celui-ci s'engage bientôt, sans avoir été préparé, malheureusement pour les Gaulois. Au début, la cavalerie gauloise fait des prodiges et elle est soutenue par une violente sortie de Vercingétorix. Les Romains reculent et vont céder le terrain quand César met en mouvement la cavalerie des Germains. Encore une fois, les Germains sauvent la situation en faveur de César. Les cavaliers gaulois doivent se replier, les défenseurs d'Alésia rentrer précipitamment dans la forteresse. Cela n'a pas été sans perte, c'est un échec. Vercingétorix ordonne alors qu'on se prépare à une nouvelle sortie en masse. Les Gaulois fabriquent des échelles, des passerelles et des harpons, espérant ainsi faciliter leur sortie aux assiégés. L'attaque se heurte à des positions solidement défendues par les Romains. Vercingétorix, qui a commencé à faire combler les premiers fossés, doit abandonner son projet et se replie dans la ville. Ça fait craquer mon dos. L'armée de secours décide alors de tenter une opération d'envergure. On donne le commandement en chef à Vercassivélonos et on fixe à midi le début de l'attaque. Vercingétorix, qui observe tout depuis le haut d'Alésia, voit les préparatifs de l'armée gauloise et agit en conséquence, prêt à soutenir énergiquement l'assaut venu de l'extérieur. La mêlée est terrible, on se bat partout à la fois. Et puis, des deux côtés règne l'idée que cette heure est unique, que c'est celle de l'effort suprême. Les Gaulois se sentent perdus s'ils n'arrivent pas à percer. Effectivement, l'heure est unique, c'est celle de la dernière chance. Après des heures de confusion, les Romains, solidement retranchés, repoussent tous les assauts et se mettent même à poursuivre leur adversaire. Le carnage est grand. Sédulos, chef militaire et premier citoyen du peuple de Lémovis, est tué. L'arvène Vercassivélonos est pris vivant au moment où il s'enfuit. Les Gaulois s'éparpillent dans toutes les directions, poursuivis par les Romains.
qui en font un grand massacre. C'est fini, il n'y a plus aucun espoir pour les assiégés d'Alésia. Le lendemain, Vercingétorix convoque l'Assemblée. Il déclare que cette guerre n'a pas été entreprise par lui à des fins personnelles, mais pour conquérir la liberté de tous. Puisqu'il faut céder à la fortune, il s'offre à eux. Ils peuvent, à leur choix, apaiser les Romains par sa mort ou le livrer vivant. En bonne logique, Vercingétorix sait que la défaite n'est pas due à lui-même, mais plutôt au manque de coordination des troupes gauloises. D'ailleurs, comme il était coupé de l'armée, nous pouvons faire connaître ses ordres ou ses conseils à ceux du dehors, il lui a été impossible de faire valoir son propre plan. Il n'est pas, objectivement parlant, responsable de cet échec. Encore une fois, il faut accuser la bonne volonté des Gaulois, leur bravoure qui confine à la naïveté inconsciente. Oui, mais bon, arrête. Leur orgueil de clan, leur jalousie. Chacun a voulu être le vainqueur. Chacun a voulu prouver à l'autre qu'il... Mais non, mais pas du tout, c'est une émulation. Enfin voilà quoi. Ah, arrêtez de dire ça, on n'est pas dans Astérix et Obélix, bordel quoi. C'est leur force, c'est ce qui crée aussi leur autonomie, le fait qu'ils soient différents et opposés. L'opposition n'est pas le fait d'être... C'est le fait d'opposer son point de vue face à l'autre. C'est pas le fait d'être contre. Enfin, d'être anti l'autre. Enfin, c'est pas... L'opposition n'est pas le conflit. Mais sans doute, cela donne-t-il raison au plan primitif de Vercingétorix. Ah, attends. On n'a pas fini de commenter cette défaite d'une armée courageuse, beaucoup plus nombreuse que celle des Romains, et finalement dans une position stratégique favorable, puisqu'elle encerclait les Romains et les prenait entre deux feux. Mais sans doute cela donne-t-il raison au plan primitif de Vercingétorix. Il fallait isoler les Romains dans un pays hostile et déserté, et les avoir à l'usure. Pourquoi le roi des Arvennes a-t-il brusquement changé son plan en ordonnant son attaque de cavalerie? La réponse est nette, pour empêcher les Romains de sortir de la Gaule et de regagner la province. Donc la bataille de cavalerie s'est déroulée en territoire séquane, beaucoup plus près de la frontière des Allobroges. Et dans ce cas, il est impossible qu'Alésia soit à Lys-Sainte-Reine. Cela remettrait totalement en cause l'habileté et l'intelligence de Vercingétorix. Mais Vercingétorix sait très bien que celui qui est chef doit être un pont. Comme l'affirme le beau récit gallois du Mabinogi. Or, il n'a pas été un pont, il n'est plus digne d'être un chef, il doit s'effacer, mais pas n'importe comment. Les récits épiques irlandais insistent tous sur le fait qu'un roi qui a démérité de son peuple, qui a transgressé tous les interdits et a rompu l'équilibre du peuple dont il était le garant, doit être sacrifié. Sacrifice rituel, bien sûr, car le roi est revêtu d'un caractère sacré. Vercingétorix, qui a voulu être roi, a parfaitement conscience de ce caractère sacré. Il doit donc être sacrifié. C'est pourquoi il propose aux siens de le tuer comme une victime expiatoire ou de le livrer vivant au vainqueur. La tragédie au sens antique du terme, c'est-à-dire au sens dramatique et rituel, arrive à son dénouement. Pas tant. Les divinités infernales qui mènent le monde pour le compte de la mystérieuse nécessité réclament le sang d'une victime. Puisque ce n'est pas César, ce doit être Vercingétorix. Les dieux ne sont pas sectaires. Tout s'est noué le jour où Vercingétorix a décidé d'être le roi du monde. Le ressort de la machine s'est tendu jusqu'aux plus extrêmes limites de la résistance. Maintenant que plus rien ne bloque ce ressort, il va se détendre, entraîner avec lui la mort et la ruine d'une civilisation qui croyait encore que les hommes peuvent s'organiser librement en fonction de leur parenté ou de leurs affinités, dans un monde où personne n'est astreint à obéir à son voisin, mais où chacun a l'espoir de vivre dans le respect des autres et de la nature. Ce n'est pas seulement Vercingétorix qui est vaincu, c'est toute la société gauloise et avec elle toute la civilisation celtique. C'est celle-ci qui sera livrée vivante au proconsul romain, tenant d'un autre pouvoir, celui qui vient de la force. Car, comme le dira Pascal, un autre Arverne, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste.
Les compagnons de Vercingétorix délibèrent. Ils ont trop de respect pour leur chef pour commettre le sacrilège de le tuer. En plus, on n'a pas vu de... Ils sont pas gérés par les druides. C'est les druides qui décident quand un roi doit... C'est pas des druides. Il n'a pas 30 ans, tout au plus 28. Il est beau, il ressemble à un dieu de la lumière, comme Bélénos, vaincu par un dieu de l'ombre. On envoie une députation dans le camp du vainqueur et celui-ci réclame sa victime vivante. Il en a besoin pour assurer son triomphe futur. Il installe son siège au retranchement devant son camp. C'est là qu'on lui amène les chefs. On lui livre Vercingétorix. César est très bref en relatant la scène. Il précise qu'on jette les armes à ses pieds. Mais Plutarque, Florus et Dio Cassius présentent la scène tout autrement. Vercingétorix sort d'Alésia sur son cheval, revêtu de ses ornements et de son torque d'or, un signe de son commandement. Il porte ses plus belles armes. Il fait le tour du siège sur lequel est assis le proconsul romain. Il saute au bas de sa monture, il jette ses armes aux pieds de César et s'agenouille devant lui dans l'attitude du suppliant. Certains ont mis en doute la réalité historique de cette scène. Elle est pourtant conforme aux coutumes celtiques. Si le grand roi des guerriers a fait ainsi le tour de son vainqueur, c'est qu'il voulait une dernière fois le circonvenir symboliquement. Il s'agit d'un rite magique. Vaincu, le chef Arverne n'a pas oublié les croyances de son peuple. Il ne s'agenouille aux pieds de César qu'après avoir tenté la seule chose qui lui semblait possible, lier son vainqueur dans les fils mystérieux de la destinée. Cela ne manque ni de grandeur ni d'émotion. C'est aussi la constatation nostalgique que plus rien ne sera désormais comme avant. Et le soir, dans les bois aux alentours de la forteresse pillée et saccagée par les Romains, peut-être quelque barde errant se mettra-t-il à chanter un chant de mort et de douleur comme celui-ci. Levez-vous, filles, et voyez la terre des Gaulois, la cité d'Alésia est en flammes. Malheur à votre ardente jeunesse. La maison de Vercingétorix est sombre cette nuit, sans feu, sans lit, dans la tristesse silencieuse de mes pleurs. La maison de Vercingétorix est sombre cette nuit, elle n'abrite plus de riante compagnie. Malheur à qui n'a pas fin heureuse. La maison de Vercingétorix est solitaire cette nuit. Son maître l'a abandonnée. Malheur, ô mort, prends-moi. La maison de Vercingétorix est triste cette nuit. Après avoir abrité tant de guerriers fidèles, l'aigle d'Élie élève son cri. Il est humide du sang des hommes, du sang du cœur des blancs gaulois. L'aigle d'Élie pousse des cris aigus cette nuit. Il nage dans le sang des hommes blancs. Au fond de la forêt, ô navrante douleur. L'aigle de Penguern au bec gris pousse ses cris les plus perçants, avide de la chair de ceux que j'aimais. L'aigle de Penguern a appelé au loin cette nuit. On le voit dans le sang des hommes. Alésia est trop bien nommée la cité déserte. L'aigle de Penguern a appelé au loin cette nuit. On le voit dans le sang des hommes. Alésia est trop bien nommée la cité incendiée. Tentative désespérée. S'étant assuré de la personne de Vercingétorix et ayant envoyé celui-ci à Rome sous bonne escorte, César organise sa victoire. Il donne les prisonniers d'Alésia comme esclaves à ses soldats, sauf 20 000 Arvernes et Éduins qu'il rendra bientôt à leur peuple. Il a en effet l'intention de se servir des Arvernes et des Éduins pour affermir sa conquête. Les Éduins, qui n'en sont pas à un revirement près, décident de faire confiance au proconsul. Et quant à l'aristocratie arverne, conduite par Epaknatos, probablement aussi par Gobanitio, elle se met à collaborer activement, pensant ainsi sauver l'essentiel, c'est-à-dire la prospérité du pays et les excellentes relations commerciales entretenues avec les peuples de la province. L'épisode de la royauté de Vercingétorix n'a duré en tout et pour tout que 9 mois. On s'efforcera de l'oublier. Mais la guerre n'est pas finie. L'armée de secours s'est dispersée dans les campagnes, mais certains groupes sont décidés à poursuivre la lutte.
Et surtout, certains chefs ne désarment pas. Commios l'Atrébat est de cela. Il prêche une sorte de guerre sainte. Mais les peuples de la Celtique ne répondent pas à son appel. Alors Commios rentre chez lui avec les Belges, pendant que César envoie ses légions un peu partout et que lui-même s'installe à Bibracte pour ses quartiers d'hiver. Les Bellovaques, qui avaient prétendu faire la guerre pour leur propre compte, s'agitent et mobilisent. Leur chef Coréos se joint à Commios l'Atrébat pour former une sorte de confédération belge à laquelle participent tous les transfuges de la Celtique. D'ailleurs, les Bituriges se sont mis à faire de la résistance et quant aux Carnutes, ils ont abandonné leur ville et leur village pour se réfugier dans les épaisses forêts qui couvrent leur territoire. Eh ben, ceux qui ont, en fait, je pense que eux, ils n'ont jamais collaboré à Vercingétorix parce qu'ils savaient que c'était vérolé d'intrigues. On peut supposer, avec quelques vraisemblances, que les druides n'étaient pas pour rien dans cette attitude des Carnutes. Mais je vous ai dit, il n'y avait pas de druides. Hein. S'il y a eu des inspirateurs à cette résistance désespérée qui a suivi l'échec de Vercingétorix, c'est certainement dans la classe druidique qu'il faut en chercher les éléments les plus intransigeants. Cependant, César est averti par ses fidèles rems de ce qui se trame en Belgique. Il amène des troupes et marche contre les Bellovaques. Donc on l'a vu, hein. Les Belges sont quand même jusqu'au boutiste. Les armées s'observent longuement, cherchent des renforts, se tendent des embuscades. La bataille décisive a lieu vers le confluent de l'Aisne et de l'Oise. Les rems, auxiliaires de César, sont battus, mais les Germains du proconsul, toujours eux, entrent dans le combat avec sauvagerie. Coréos est tué au cours d'une mêlée. Où son courage et sa fermeté sont remarquables. Les Belges s'interrogent sur leur avenir qui est fort sombre. Ils se décident à demander la paix. Mais Commios l'Atrébat s'enfuit auprès des Germains. César se décide alors à aller plus loin. Il pénètre chez les Éburons, dont le chef Ambiorix est toujours dans le maquis, et cela bien que César ait renoncé à l'espoir de réduire ce personnage. Il ravage le territoire pendant que son lieutenant Caninius s'efforce de pacifier l'ouest de la Gaule où il se heurte notamment au peuple de la Confédération armoricaine, dirigée par Dumnacos, chef des Andes. Donc, Caninius, après bien des efforts, réussit à vaincre Dumnacos et se précipite vers le sud où le Sénon Drapéos et le Cadurque Luctérios, fidèle ami de Vercingétorix, ont ameuté toute population des Nitiobriges, des Cadurques et des Rutènes. Un bon nombre d'exilés de toute provenance les ont rejoints. Traqué par Caninius, Luctérios se réfugie dans la citadelle d'Uxellodonum. Caninius l'assiège, mais Luctérios parvient à s'échapper avec une poignée d'hommes. César, très inquiet de l'agitation qui couve et se développe à chaque instant, essaye d'intimider les Carnutes. Il se fait livrer l'un des responsables du massacre de Genaboum l'année précédente. Cotuatos, ou le Gutuater, et le fait supplicier. Il espère ainsi détruire toute velléité de résistance dans la classe druidique, qui se croyait un peu trop naïvement hors d'atteinte de par son caractère sacré. Apaisé par cette vengeance, César est averti que les assiégés d'Uxellodunum continuent à narguer les Romains. Il s'y précipite et constate que les Gaulois sont fort bien à l'abri dans leur forteresse. Ils pourront même tenir des mois entiers car ils sont pourvus de sources abondantes et d'un ravitaillement suffisant. Il essaie alors de les priver d'eau et après des combats acharnés, les assiégés sont contraints de se rendre. Alors le proconsul, voulant extirper définitivement les racines de la résistance, décide un châtiment exemplaire. En conséquence, il fit couper les mains à tous ceux qui avaient porté les armes et leur accorda la vie sauve. Les termes employés par Hirtius, et qui sont certainement de César, sont assez atroces et parfaitement hypocrites quand on sait que les malheureux ainsi traités mouraient infailliblement d'hémorragie ou de gangrène. La Gaule semble maintenant pacifiée.
Les guerriers sont rentrés chez eux et essaient... Ouais, ben, ça m'étonnerait parce qu'ils avaient la technique. Hein. Les guerriers sont rentrés chez eux et essaient d'oublier les horreurs de la guerre. Que peuvent-ils faire d'autre? Pourtant, dans le silence qui gagne la Gaule entière, un homme se dresse encore qui n'abandonne pas les arbres, pas les arbres, irréductible jusqu'au bout et ce sera le dernier. Cet homme, c'est l'ancien, ami de César, Commios l'Atrébate. À la tête d'une troupe de fidèles, des réfugiés venus de tous les peuples, il harcèle sans arrêt les Romains. Ce ne sont pas de grandes batailles, mais des escarmouches, des embuscades. Ce n'est plus la guerre, c'est la guérilla. Il se livre avec sa cavalerie. C'est ce qu'ils auraient dû faire tout le temps, en fait. Avec la guérilla, ils auraient gagné, quoi. Il se livre avec sa cavalerie à des actes de brigandage dont il vivait, lui et sa bande, infestant les routes et interceptant nombre de convois destinés aux quartiers divers des Romains. Et le soir, Commios et ses hommes se réfugiaient dans les bois. Il est permis d'imaginer le chef Artrébate, ancien roi de 2 peuples devenu chef de partisans, dans son campement. Un foyer était établi au milieu d'une clairière. Les guetteurs sont dispersés dans la forêt, prêts à donner l'alerte au moindre mouvement suspect. Les hommes de Commios sont là, assis en rond autour du feu, et ils écoutent un barde dont les chants les réconfortent et leur donnent courage. Les nombreuses troupes des ennemis qui l'entourent, de ses mains agiles et robustes, il les abattait en tout lieu, cet homme puissant par ses armes en combattant avec ardeur. Ou bien, à la façon des paysans qui sèment dans la campagne, Vercingétorix jetait ses lances. Partout où il le voulait, son trait descendait. Et cependant, à la façon des guerriers robustes dans le combat, il allait à l'assaut de ses ennemis. À ses écuyers marchant joyeux derrière lui, il partageait et donnait de nombreux chevaux, porteurs de phalères. Et nombreux étaient ceux qui portaient les lances derrière lui, ou les fantassins, qui marchaient en ramenant des dépouilles et qui revenaient vers les cavaliers. Et les cadavres qui, après son passage, gisaient couchés sur la terre, les chiens, les corbeaux, les vautours, les pies et les merles se repaissaient. Et à travers les villages, hurlant dans leurs maisons, nombreuses demeuraient les veuves des guerriers. Car, ainsi qu'un taureau furieux parmi les bœufs indolents, ainsi qu'un verrat robuste parmi des porcs étrangers, comme l'aigle entre les oies, le faucon entre les grues, l'hirondelle parmi les abeilles, Vercingétorix, roi des Gaulois, souple et agile, dur combattant dans la mêlée, se hâtait vers le champ de bataille au milieu des ennemis qui se dressaient contre lui. Et il fit de grands carnages parmi les Romains, et il détesta souvent leur province, et cela parce que les Romains voulaient soumettre la Gaule. Car les hommes de Commios ont besoin de se retremper dans les grandes prouesses accomplies par leurs ancêtres et par les combattants de Gergovie. Ils savent que la lutte est désespérée, mais ils n'abandonnent pas. Ils ont entendu des chants comme celui-ci à la gloire de Vercingétorix, de cet homme qui, pendant si peu de temps, a réussi quand même à soulever l'énergie de tous les Gaulois. Mais la vie de Commios et de sa troupe est une suite de combats et de fuites. Un jour, Volusénus, qui avait été l'assassin désigné de Commios lors d'un guet-apens tristement célèbre, est envoyé avec mission d'anéantir la troupe de l'Atrébate. Volusénus détestait Commios, aussi obéit-il avec joie. Volusénus organise donc des embuscades et parvient à éliminer de nombreux cavaliers gaulois. Et ces escarmouches se terminent par un combat singulier entre Commios et Volusénus, ce qui est une occasion de vider définitivement leur querelle et leur haine réciproque. L'Atrébate blesse grièvement le Romain, mais à présent il est à peu près seul sur le champ de bataille. Alors il envoie des émissaires pour demander la paix, à la condition impérative qu'on lui évite de paraître devant un Romain. C'est une étrange fin d'épopée que ce dernier combat de Commios. Il reste seul. On songe à ces récits gallois où le poète, après avoir décrit une bataille sanglante, répète comme une sorte de refrain
De 3 fois 20 chefs d'armée qui se hâtèrent vers Catraète, un seul homme revint chez lui. Cet homme seul, c'est Comios l'Atrébate. Il aurait pu être un nouveau Vercingétorix, mais il comprend que tout est fini pour la Gaule. Il s'embarque pour l'île de Bretagne, où il a des parents et des amis. La Bretagne, pour peu de temps encore, est un pays celtique où souffle la liberté. Je pense qu'en fait, le roi des druides, c'était Comios l'Atrébate. Conclusion. Non, mais j'ai des frissons. 6 ans après Alésia, eut lieu à Rome, dans la joie et le bruit des musiques, le triomphe de Caius Julius César. Ce fut un immense cortège d'esclaves et de serviteurs portant les dépouilles des ennemis vaincus, les armes du monde entier, les trophées les plus extraordinaires. Et parmi ce cortège interminable se trouvaient les principaux chefs vaincus, ceux qui avaient donné le plus de mal aux conquérants de la terre. Vercingétorix, roi des Arvernes, chef suprême de tous les Gaulois, sa tête blonde surgissant des chaînes qui l'entravaient, son regard intense perdu dans son rêve évanoui et triste de voir son peuple vaincu et enchaîné comme lui, marcher sans entendre les cris de la foule en délire. Le soir, il fut reconduit dans sa prison, et comme il ne servait plus à rien, il fut tué. C'était en 46 avant Jésus-Christ. 2 ans plus tard, son vainqueur sera assassiné parce que lui aussi avait désiré une couronne royale. Mais en ce jour de l'an 46, personne en Gaule ne sut que Vercingétorix avait été exécuté par ordre de César. Les Gaulois l'eussent-ils appris qu'ils ne s'en seraient pas émus pour autant, car ils étaient déjà gallo-romains. N'importe quoi, tout. Enfin, bon, bref, faut arrêter de délirer. Les irréductibles Gaulois. Bon, bref, là. Une chose intéressante, c'est quand même ce qu'on ne sait pas. Déjà, moi, je ne suis pas convaincue qu'on l'ait forcément tué. En tout cas, on ne l'a pas tué en public. Donc, pourquoi l'aurait-on tué en privé? Pourquoi se serait-on privé de l'exécuter en public, en fait? Par contre, ce que l'on sait, c'est que la fille de Vercingétorix a été mariée à un homme politique romain, ce qui explique pourquoi nous avons... Donc en fait, si sa fille était mariée, on peut envisager que Vercingétorix n'a peut-être pas été tué. Ok? Voilà. Donc restons... C'est la fin. Attends, il s'appelait comment ce chapitre? La lumière lui. Okay. Bon, je vous dis au revoir, à bientôt.